Bienvenue sur Soliditors, le podcast qui décrypte la sécurité Web3. Salut Dravé, super content de pouvoir faire ce podcast avec toi aujourd'hui. Tu étais un des tout premiers invités auxquels j'avais pensé quand j'avais même pensé à la création de ce podcast il y a, je sais pas, 6 mois maintenant, 4 mois, 5 mois, donc super content qu'on puisse enfin le faire. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que pour les très 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 rares personnes qui ne te connaîtraient pas dans l'écosystème, surtout francophone, tu pourrais te présenter? Alors, salut et merci de m'avoir ici aujourd'hui. Donc, moi, c'est Dravi. Dravi, pas Dravé. N'oublie pas, c'est prononcé en anglaise. Mais j'ai eu des Draves, j'ai eu un peu de tout. Dravi, et oui, j'ai un peu commencé en sécurité Web3 depuis à peu près les débuts, ne serait-ce que de Code Arena. Euh, C'est quand ça? 2021. Fin 2021 pour le coup, mais ça avait plutôt démarré début 2021, donc c'était quand même la première année, mais je faisais quand même partie des derniers, des premiers. Mais, euh, mais disons que c'était le moment où les gens commençaient à venir grâce à Securium. Et depuis, voilà, ce qui s'était passé, je m'étais spécialisé en gas optimizations et aussi dans tout ce qui était QA. Donc au début, évidemment, tu es nouveau, tu commences là-dessus. Vite fait, bah, je faisais qu'avoir première place. Puis après, bah, à un moment, tu passes à autre chose, tu commences à voilà, trouver les médiums, les highs, tu te fais engager par Spirit pour devenir SR à l'époque, et puis ensuite plus tard Certora, et là, oui, ça fait un an maintenant, ce mois-ci, que je suis full-time chez certains. Donc, Alors, on a fait une accélération très rapide de ton début chez Code Arena jusqu'à Certora maintenant. Comment déjà t'as découvert Code Arena? Comment t'as découvert la sécurité Web3? Comment t'es tombé là-dedans? alors en fait, moi je viens pas de background sécurité. Enfin, j'étais développeur pendant 7 ans Ok. environ. Bon, je dis 7 ans, mais en fait, vers la fin, j'étais plutôt sur le DevOps et de, voir j'étais chef de projet quelques fois en fonction. Et en fait, la sécurité, c'est ce qui me faisait délirer sur mon temps libre. Ce qui était Bug Bounty de Web2. Il y a un site qui s'appelle bugbountyhunter.com. Et bon, c'est toute une communauté, hein, j'en suis encore membre. Et c'est même là-bas que j'ai rencontré Cephas, d'ailleurs, Ok. celui qui est en ce moment le roi des optimisations. Donc oui, on se parle presque tous les jours. Alors, je savais pas qu'il venait d'un background Web2, ouais. Ouais, Cephas, Ouais, ouais. c'est celui qui a gagné quasiment, je crois, tous les contests auxquels il participe, en tout cas en Gas Optimization sur Code Donc Arena. je l'ai bien formé alors, Ouais. parce qu'avant Ouais. c'était moi. Puis voilà, enfin je lui ai donné toutes les billes et je lui ai dit, tu sais quoi, je vais arrêter parce que ça prend quand même pas mal d'énergie, pas mal de temps et j'ai envie de me focus sur autre chose, même si j'ai une baisse de revenus pendant un moment. Et est-ce que toi ça t'intéresse pour bifurquer de Web 2 à Web 3? Parce qu'à l'époque, il se trouve que c'était assez lucratif euh, pour, euh, pour en vivre en fait pendant que tu es en train d'apprendre et pendant que tu es Tu dessus. pourrais nous donner une estimation à peu près pour ceux qui débutent maintenant et qui sont Ah, absolument mais ça, aucune ça idée m'est de. arrivé, il y avait une semaine où tu avais 4 compétitions. Déjà pas mal hein, pour du 2022, début 2022. Et je crois que je m'étais fait 4000 en une semaine. Ne serait-ce qu'avec les optimisations. Oui, il y avait aussi les QA. Mais 4000 en une semaine là-dessus. Je crois que c'était un mois où je m'étais fait 15 000 d'ailleurs. Euh, Ah, c'est c'est fou c'est pas mal. aujourd'hui. Alors oui, je trouvais aussi des médiums et des highs, mais c'était à l'époque, quand tu viens de démarrer, ça faisait à peine quoi, 2 mois que j'étais en train de participer sur Code Arena, c'était tout ce qui était commun. Donc même si c'était rapporté par certaines personnes, t'avais à tout casser 5-10. Enfin, c'était pas l'ordre de grandeur de 30, 50 qui te reportent la même chose et tu te retrouves avec 20 centimes, tu vois. À l'époque, tu te retrouvais quand même avec au moins 100 dans la dilution. Donc oui, c'était quand même autre chose quand tu démarrais. Et oui, j'ai pu me faire 2 mois d'affilée dans mes premiers mois, me faire 15 000 chaque mois. Donc ouais, c'était pas le même ordre de grandeur du tout par rapport à aujourd'hui. En parlant de compétition, justement, on en reviendra après, tes juges chez Code Arena. Du coup, tu as dû voir cette scène-là évoluer au fil des années. Tu as une idée du nombre de participants qu'il y avait à l'époque comparé à maintenant? Oui, mais avant, t'avais entre 30 et 50. Quand t'as de la chance quand même, hein, c'est pas mal. Mais aujourd'hui,
ouais, c'est beaucoup plus, c'est 200-300. Ok. Donc il y a vraiment un effet x10. Et donc, tu avais commencé chez Code Arena sur de la cache optimization, quoi, des QA et puis un petit peu des normales et des AI, comme tu disais. Et comment tu as transitionné après? Comment tu es arrivé à être recruté par Spearbit, d'ailleurs? Et puis par la suite, arrivé chez Certora? Alors, bah, au fil des mois, tu progresses, tu finis par trouver des petits bugs, tu finis par trouver par exemple des highs. Et ce qui s'était passé, c'est que Spearbit, bah, je les connaissais pas forcément avant, parce que tout l'écosystème, c'est quand même quelque chose d'assez vaste. Tu sais pas tout ce qui existe, surtout quand tu viens à peine de démarrer. Enfin, quand je dis que j'ai à peine démarré, fin 2021, c'était après m'être moi-même fait le bootcamp Securium. Il y a un repo Securium, mais je faisais même pas partie du cohort zéro officiel, tu vois. Il y en a qui étaient dedans et qui chaque semaine passaient les exercices, les QCM et tout, et étaient notés. Mais moi, j'ai juste vu que c'était en cours, mais que tout le contenu était dispo. Donc, même si ça faisait déjà un mois que c'était démarré, je me suis mis en mode, Tu l'as fait en parallèle, ouais. en mode, je me bootcamp tout seul, et puis voilà, tout a pris super vite. Puis après, Code Arena. Mais on va dire, enfin, pour reculer un peu, parce qu'on y est allé un peu vite, tout ça, c'était quand même, c'était tout un cheminement assez drôle. Comme j'ai dit, je faisais du bug bounty Web 2 en fait, parce que voilà, juste ça m'amusait, ça me faisait aussi progresser. Il y a plein de choses qui sont super. Et je faisais aussi pas mal d'automatisation déjà à l'époque, un peu pour ça que j'avais aussi tourné vers le DevOps. Pas mal de choses que je savais faire de ce côté-là. Et en fait, c'est surtout que quand tu regardes les différentes plateformes, tu tombes sur Immunify forcément. Immunify pour les Français. Euh, ensuite, tu vois en fait l'ordre de grandeur des différents bounty. Et après, tu te dis, mais c'est quoi en fait ce truc qui rapporte 1 million d'un coup? Et quand tu fais des recherches, tu tombes assez vite, en tout cas à l'époque, tu tombais assez vite sur le poste de C. Michel, qui déjà Le sur l'année fameux. s'était fait genre 300 000, je crois. Enfin, il s'était fait pas mal, mais il était numéro un. Et en fait, il t'explique dès le début, voilà, Code Arena, il est numéro un. Et quand tu fais une petite recherche, tu vois un truc incroyable, c'est que c'est une plateforme, genre bug bounty dans un temps limité, comme normalement t'as des événements spéciaux, tu sais, en Web 2, où enfin, t'as des events où les gens sont invités. Et c'est là que ça devient pas mal. Et, euh, et en fait, là, la particularité de Code Arena, c'est que ça payait pour les duplicates, au lieu d'être premier arrivé, premier servi. Et du coup, Ah, dans le Web 2, c'est premier arrivé, premier servi, il n'y a pas de job. ouais, c'est Ok. premier arrivé, premier servi. Bah, c'est surtout Code Arena qui a fait ça, parce que Immunefi, c'est pas le cas non plus, c'est aussi premier arrivé, premier servi. Mais du coup, tu te dis, ouais, pourquoi pas moi? Du coup, en voyant qu'il était mentor sur Securium, tu cherches, tu vois c'est quoi Securium, et bah, tout simplement, tu deviens fanboy de tout le monde, tu tapes tout le bootcamp, tous les exercices. Tu sais quoi, il y avait, comment ça s'appelle ça? Il y a l'un des premiers CTF, Ethernote? non, avant encore, Capture the Ether, je crois. Ah oui, Capture the Data, ouais, qui marche plus d'ailleurs, ouais. Bah, ouais, ah oui, ouais, forcément. Et tu vois, en fait, il y avait une sorte de classement des 100 premiers qui arrivent et qui seraient affichés. Et je fais partie de ces 100 premiers, genre 75, un truc comme ça. Oh, ok. Donc en fait, éternellement sur ce site-là, dans le leaderboard, je fais partie des 100 premiers à avoir résolu ce truc. Ce qui fait que, ouais, vraiment, il n'y avait pas beaucoup de monde à l'époque, tu vois. Bon, là, il marche même plus, mais déjà à l'époque, j'avais quelques soucis, je devais changer quelques petits trucs, mais parce que c'est un peu vieillot, donc c'est assez drôle. Mais bref, voilà, tu découvres que tu peux être payé même sur ce qui est dupliqué, c'est en temps limité. Tu te dis, vas-y, je vais apprendre. Quand tu commences à apprendre, tu trouves ça super cool, tu vois les enjeux en termes d'argent des gens. Et, et voilà quoi. Ensuite, 2 mois plus tard, j'ai commencé Code Arena et voilà. Ça s'est Et t'as ensuite fait tes fait premières petit à armes, petit. Ouais. comme on le disait, pendant combien de temps à peu près avant de d'évoluer de Code Arena? T'es resté combien de temps à faire des contests? Combien de temps? C'était oui de décembre 2021 et je m'étais à peu près arrêté vers juillet. Et après j'avais fait un tout petit je crois en octobre, mais voilà c'était à peu près vers juillet que je m'étais arrêté. Parce Qu'est-ce qui que t'a en fait, poussé à transitionner de Code Arena à l'après? alors Spearbit.
Spearbit, comment je les ai rejoints? Je les ai rencontrés dans la vie réelle. Comme je le disais plus tôt, tu peux pas être au courant de tout dans l'écosystème. Et en fait, t'as TrustX, le premier événement qui justement rassemblait les personnes spécialisées en sécurité Web3. Et voilà, tu les rencontres, et puis un peu plus tard, ils te font faire l'exercice, l'entretien et tout, et puis tu te fais embarquer. À l'époque, il y avait que LSR, SR et puis Junior. Donc, je rentrais en tant qu'SR. Et, et voilà, le but c'était Je commençais à être un peu frustré de la perte de temps de tout ce qui était gas optimizations, parce que même si ça rapportait, encore à l'époque, ça prenait du temps et de l'énergie, et c'est une ressource qu'on a de manière assez limitée. Du coup, je voulais juste vraiment progresser, lire un maximum de reports, travailler sur mon process et être prêt pour les différents appels de Spearbit, pour le coup. Et Et voilà, ensuite ça s'est Spearbit, bien passé. Oui. ça ressemble à quoi leur processus de recrutement? Toi, tu les as rencontrés en physique, après tu as dit Alors, qu'il y avait un exercice, c'était ça a quoi à vachement l'époque? changé depuis. Du coup, je suis pas trop familier avec comment ça se passe aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était genre on te rencontre, puis après on te donne un exercice, et après on voit avec toi ce que tu as fait sur l'exercice ou ce que tu ressors, on te pose quelques questions. Puis après, voilà, on décide de quelle position tu as. C'était quoi l'exercice? Ça ressemble à quoi? Pour le coup, c'est assez simplifié, mais pour l'époque, ça demandait quand même quelques recherches. On est plusieurs à avoir pris limite une journée entière. C'était sur le self-destruct avec le delegate call. C'est un espèce de CTF quoi en fait. Ouais, c'était sur un Gist. Et après, tu devais deviner bah, tous les différents bugs qui s'y passaient, quoi. Et donc tu rejoins Spearbit, et comment ça se passe une fois que tu es dans Spearbit? Alors, t'attends des mois. Tout simplement, il n'y a pas assez d'audits pour que tu sois occupé tout le temps quand t'es pas LSR. Oui, je pense que c'est passé 4 à 6 mois avant que je fasse mon premier audit chez eux. Mais j'y suis entré en mars, tu vois. Donc entre mars et juillet, enfin tu vois la timeline. Euh, Attends, mars et juillet, le premier c'était en août, que ça avait démarré fin août, début septembre. Puis après il y en avait un autre en octobre. Et un peu plus tard il y en avait un autre vers février. Bref, t'as environ 2 mois de pause entre chaque. Et encore j'ai eu de la chance parce qu'il y en avait qui étaient recrutés et un an plus tard ils avaient toujours pas fait d'audit. Ouais, surtout les JSR, c'est ce que j'ai entendu. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que Ah mais là ça doit être t'es encore super pire. content que t'es recruté, mais malheureusement, c'est compliqué d'avoir des audits derrière, quoi. C'est compliqué. Quand t'es LSR c'est autre chose parce que justement ils misent dessus pour pouvoir prendre plus de contrats, tu vois. Quand t'es SR, déjà un peu plus nombreux, mais disons que t'es là en renfort, mais t'es pas la tête principale. Et, euh, et voilà, même des fois tu vois JSR et puis, pardon, tu vois LSR et puis JSR. Il me semble de temps en temps je regarde les SR qui sont intermédiaires et ASR c'est pas forcément ce qu'on veut. Tu veux les meilleurs puis quelques juniors pour que toute la charge tombe pas sur LSR et puis voilà. Euh, donc c'est un peu compliqué d'être au milieu, tu vois. Et Spearbit, dans l'écosystème, ça a quand même une aura assez particulière, quoi. C'est un peu Ah le mais McKinsey du monde réel, je dirais. Euh, mais oui, vas-y. Ça ressemble à quoi de l'intérieur? Vas-y, comment ça se passe en audit Spearbit? T'étais avec qui, si tu peux nous le dire d'ailleurs, comme LSR ou autre SR? Et puis c'est quoi leur process? Qu'est-ce qu'ils ont de si particulier, Spearbit? Ce qu'ils ont de si particulier, ils arrivent à retenir les meilleurs du monde en fait. Tout simplement, quand tu es LSR à Spearbit et que tu fais ça full time, déjà il y a nulle part ailleurs qui va te payer autant. C'est quand même 20 000 par semaine. Donc tu travailles 50 semaines, c'est 20 ou 25 000, je sais même plus. 20, je Euh, crois, ouais. ouais. Donc t'es quand même bien parti quoi, tu vois, dans la vie. Et non, quand tu as la position de LSR, ils te retiennent et tu peux faire ça full time et te faire 1 million par an en fait concrètement. Avec 2 semaines de vacances. Mais en vrai, je dis ça, mais tu seras jamais 50 semaines à fond parce que ce qui est payé, c'est les semaines d'audit. Mais tu as toujours un temps ensuite pour faire la revue des différents fixes. Et ça, c'est pas un temps payé. Donc quand tu es là, dispo et tu réponds, c'est pas un temps payé, mais aussi c'est pas un temps où on s'attend à ce que tu sois là du matin au soir à fond sur leur code base. Donc, on peut estimer que si jamais tu es staffé full time, c'est la moitié du temps.
Et tu as une idée approximative du nombre de LSR qu'il y a chez Spearbeat? Euh, 5, 20, Avant, je 50? les connaissais tous et même je les avais tous rencontrés dans la vie réelle, tu vois. Mais là, ça a dû augmenter. En fait, concrètement, depuis quoi, presque un an et demi, euh, j'ai pas été vraiment actif chez Spearbit, tu vois. Du coup, un an et demi, c'est quand même très long dans cet écosystème et ça a pas mal changé. Mais Et, comment tu vois clairement que les gens sont hyper experts. Ceux avec qui j'ai travaillé, les LSR, euh, c'était Solomon. Bon, ça, c'était vraiment vers la fin parce qu'il venait d'être recruté. Et puis surtout Harry, ok. tu vois, un des cofondateurs. Et ouais, c'est un peu abusé à l'époque, hein. Tu te prends une gifle quand tu vois à quel point ils sont doués et franchement, ça te donne envie d'arriver à leur niveau. Et qu'est-ce que tu penses qui différencie justement le niveau d'un LSR des autres? Il y a de l'expérience, ils ont tous 500 points de QI, ils ont Non, tous non, une le 500 discipline points, hors norme. Qu'est-ce qui non, le les rend 500 si points de bons? QI, discipline hors norme, non. En fait, à un moment, parce que je suis quand même dans le domaine depuis un moment, tu finis par comprendre que déjà, même si tu prends un LSR, il va pas forcément tout trouver. Et même quand tu poses des questions, enfin j'ai déjà travaillé avec certains d'entre eux en dehors de Spearbit, tu sais que ils peuvent louper quelque chose, tu peux louper quelque chose, parce que tout simplement c'est un monde assez compliqué, tu vois. Euh, Pure complexité fait ça. Mais ce qui arrive, c'est que à force d'expérience et à force d'un bon process, tu arrives à quand même identifier les différents chemins que peuvent emprunter ton code et les différents chemins que ça devrait pas emprunter et aussi les bonnes questions que tu devrais te poser vis-à-vis de ce qui devrait pas arriver. En fait, la phase initiale où tu montes en compréhension, tu captes quand même les petites choses qui devraient être, comment dire, les erreurs. Donc là, tu es un peu en mode défensif, enfin, tu comprends le code au tout début, mais après, quand tu commences à attaquer, voir les différents chemins auxquels on pense pas forcément, et au bout d'un moment, tu comprends, comment dire, tu comprends que les développeurs, voilà quoi, il y a une deadline, il faut en sorte que le code marche, donc ils sont un peu en mode happy path, et ils pensent pas forcément à empêcher tous les différents chemins que peuvent prendre le code, les différents edge cases, ou euh, tout le différent flux en fait de ton state. Genre tu peux avoir une annulation, un cancel à un moment, mais ça marche toujours d'appeler une fonction qui devrait ne plus marcher en fait. Puis des fois tu as des variables qui sont synchronisées et tout. En fait, euh, un truc assez précieux, c'est de réussir à identifier ce qui est compliqué. Et tu sais que là où c'est complexe, ou là où ça peut prendre beaucoup de chemin, t'as intérêt à te focus un peu plus parce que c'est pas là où eux ils se sont focus autant. Ouais, les différents. Bah, c'est déjà pas mal en fait de réussir à identifier la complexité du code. Si toi déjà, en lisant une première fois et tu prends les premières notes, il y a des choses que tu comprends, c'est que voilà, c'est cool, c'est bien fait. Tu peux poser différentes questions après, mais c'est cool. Et s'il y a des parties que tu comprends pas, avec l'expérience, tu sais déjà que ça méritera ton temps, même si t'as pas envie, parce que ça peut être mal écrit, ça peut être n'importe quoi, ça peut te prendre plus de temps que tu voudrais, ça t'agace. Bah, non, ça agace tout le monde si ça t'agace. Donc tu sais que là, ok, faut y aller. Et c'est Obron qui a tweeté il y a 2 jours, je crois, quelque chose dans le style à partir du moment où il y a une fonction que tu as envie d'esquiver, force-toi à repasser maintes et Ouais, maintes fois dessus parce que c'est probablement la fonction où tu vas trouver quelque chose, quoi. ouais, et on va dire que c'est pas forcément simple de simplifier le problème, parce que, enfin, si tu fais que lire le code et prendre des commentaires, des fois c'est un peu difficile. Donc c'est là qu'interviennent les différents outils. Genre bah, écrire sur le papier ou dessiner ou autre. Enfin, faut pas que ce soit sectaire non plus. Genre, oh, moi je fais des diagrammes. C'est vraiment, tu pourrais dessiner un truc super et plus jamais le regarder juste parce que c'est bon, t'as compris dans ta tête et t'as plus besoin de le voir. Ce qui compte, c'est d'augmenter en compréhension. Ceux qui ont 500 points de QI, comme tu dis, on va dire comme l'Eastwood, il passe sur le code, il fait des commentaires et puis après, enfin, il trouve la grande majorité des choses. Il a même pas vraiment de process, c'est juste, il lit, il comprend et il a une intuition quoi. T'as déjà Euh, travaillé avec lui directement? non, pour le coup, non. Non? Pour le coup, non. Et il y a d'autres comme Zach Obront ou Gérard Persoud. J'ai travaillé avec Gérard pour le coup. Eux, c'est vraiment,
tu construis mais une compréhension maximale du code. Tu poses énormément de questions. Tu sais, des fois tu peux dire, oh, c'est une question bête si tu la poses au client, mais en vrai, il vaut mieux que tu poses une question que tu penses que quelque chose est un comportement, les assumptions. Il vaut vraiment mieux que tu poses des questions, parce qu'à la fin, le but c'est de trouver des bugs. Donc ça, déjà, faut pas avoir trop d'ego. En fait, il faut pas que toi, t'aies trop d'ego, genre, oh, je suis ça, je vais trouver des bugs, ou j'ai pas besoin de poser des questions. Et il faut pas non plus que t'aies trop de respect pour les développeurs. Donc, faut que t'aies un petit peu de doute vis-à-vis d'eux, genre, un petit manque de respect, juste assez, comme le disait Zach d'ailleurs dans un tweet, pour, euh, pour se dire ils ont fait des erreurs ou ils n'ont pas pensé à tout. Même si des fois tu lis des trucs et tu te dis mais oh là là c'est tellement bien commenté, il y a tellement de conditions qui empêchent tout ce qui est mauvais. Et vraiment t'y crois pas. Mais dans ce cas fais une pause et reviens après que tu arrives à te convaincre qu'il y a quelque chose. Parce que ouais, il y a une vraie différence entre être sur la défensive ou sur l'attaque. Bah, sur la Euh, partie des questions dont tu citais juste avant là, ouais, il y a pas plus tard qu'une semaine, j'ai regardé, Zach Bront, il a fait une vidéo où il détaille toute sa compréhension du Viper Compiler. Il a fait l'audit chez Codeox et après ouais. il a fait une vidéo explicative. Et en fait, tu vois son code avec ses propres commentaires dessus. Et j'avais le repo à droite, la vidéo à gauche, et je voyais le nombre de commentaires qu'il a rajouté. Mais c'est là où j'ai vraiment compris quand il expliquait sa méthodologie en disant je commente énormément. Je pensais pas que c'était à ce point, quoi. C'est vraiment, je sais pas, il y a peut-être un commentaire par 3 lignes de code, quoi, quelque chose comme ça. Il y en a Ah de ouais, partout. encore ce serait pas beaucoup. Des fois, tu as une ligne de code et tu as des pavés entiers. Ah oui, il y a Ça, ça aussi, ouais. C'est ça, juste c'est que. mon cas aussi. Mais oui, et aussi, justement, Zach, quelque chose d'assez important qu'il dit. D'ailleurs, je pense que dans l'espace, c'est l'un de ceux que j'admire le plus parce que, bon, On est deux. déjà, c'est un parent. Donc, je me dis, bon, bah, s'il y arrive, il est gosse, je devrais y arriver aussi, même si c'est dur. Mais aussi, son process ou à quel point il a la tête sur les épaules. C'est pas genre, t'as l'impression que quelqu'un est un génie, arrive, trouve. T'as vraiment l'impression que il sait où faut aller, il sait quel effort il faut donner, il le fait quoi, tout simplement. Donc tu te dis c'est simple, mais dans l'application, oui, c'est dur. Euh, c'est comme ça que ça devrait être en fait. Genre, bah, un peu comme le sport, manger sainement et tout, tout ça c'est simple hein, dans la notion, mais l'application est un peu plus difficile. Et ouais, comme il le disait au tout début, il pensait que passer 2 heures, 3 heures sur un petit bout de code, c'était beaucoup, et à plus tard, bah, même il passait 2 3 jours sur une intuition, c'était ça devenait plutôt normal, où ils peuvent passer une semaine entière sur des trucs assez petits, parce que tout simplement, à un moment, tu arrives à savoir est-ce que j'ai exploré toutes mes différentes idées, ou sur ma compréhension de ce qui pouvait être dangereux ou qui n'était pas forcément couvert, est-ce que ça a été protégé? Ou ça ouvre à quoi en fait? Ou si tu pars de la fin, ouais, bah, y a rien qui, jusqu'au début, empêche un mauvais chemin, avoir de mauvais paramètres ici, tu vois. Donc oui, ça prend plus de temps qu'on le croit. Et faut pas trop se presser. Mais même le fait d'accumuler les connaissances, ça prend plus de temps qu'on le croit. Bah, c'est un travail acharné en fait. On reviendra sur ce sujet-là juste après, parce que je sais que comme moi, tu es Ouais. particulièrement intéressé, où tu as beaucoup étudié les process des autres. Tu as d'ailleurs fait une présentation chez OpenSense, qui est une des plus vues de la chaîne YouTube, qui était vraiment géniale, je trouve, Mindset of Auditing. Mais juste avant, pour revenir sur ton parcours, tu nous as expliqué du coup la période Spearbit, comment s'est faite la transition chez Sartora, et puis après j'aurais pas mal de questions chez Sartora aussi, qui est une des, je trouve, les plus belles boîtes du secteur aujourd'hui et de l'écosystème. Alors, bah, en fait, c'est un peu cheat quand tu. C'est un peu cheat quand tu commences au début, parce que on va dire qu'il y a peu de gens et que tu les connais tous. Donc, déjà, je vais reculer un peu sur une anecdote. Euh, la veille de TrustX à Amsterdam en 2022, il y avait un événement par Code Arena qui s'appelait le High Severity Dinner, où en fait le Toujours. soir, c'était un restaurant assez. Enfin, tu sais, les gens ils viennent machin sur son lit de quelque chose qui te. Ouais, quand tu Où connais tu pas un comprends mot rien du du tout. Ouais, menu, quoi. ouais, Ouais. voilà, tu comprends rien du tout, mais c'est hyper délicieux. Et en fait, il se trouve qu'à cette table, bah là oui, il y avait du beau monde. T'avais le Saint-Michel, t'avais le Gérard, t'avais le l'Eastwood, t'avais Soc de Code Arena, très bien. Bref, il y avait tout le beau monde en fait. Ce qui fait que à l'époque, ceux qui avaient trouvé des failles à haute sévérité sur Code Arena tenaient à une table.
bon, une table un peu longue, hein, dans un restaurant un peu fancy, mais ça tenait à une table. Ce qui fait que, genre, à ma gauche, il y avait un gars qui est celui qui m'a, en gros, coopté, on va dire, pour Certora. Enfin, voilà, il cherchait à recruter et j'ai été recommandé. Et, genre, à ma droite, t'avais Hiccup, tu vois. Ok. Et genre, en face de moi, t'avais très bien, en diagonale, t'avais Gérard, personne, enfin, tu vois, enfin, tout le monde était aux alentours, et même des gens qui participent même plus de, euh, de Sigma Prime, par exemple. Il y avait attends, Kirk, ouais, il y avait Kirk qui participe plus, enfin, tu vois, des gens de l'époque, LS Dan, un juge, mais c'était assez petit. Là, si tu vois aujourd'hui le nombre de gens qui ont trouvé une autre sévérité, ça tient pas dans tout le Ça ne restaurant, je tiendrait pas pense. sur une table, ouais. Ouais. Ouais, tu vois, mais à l'époque, voilà, tu rencontres du monde. Le lendemain, voilà, tu retrouves les gens parce que tu as fait une rencontre la veille au dîner, et voilà. Et bah voilà, en fonction de qui t'es entouré, euh, tu rencontres Spearbeat. Un peu plus tard dans la soirée, ils avaient fait le Spearboat là, euh, dans la soirée ou le lendemain. Mais et du coup, tu finis sur un bateau avec tout le monde. Et là, j'ai rencontré tout un tas de gens encore. Enfin, il y a énormément de gens dans justement cet événement live. Bah, toi et moi, on s'est vu en live, même si on parlait avant. Et tu vois bien à quel point c'est important, à quel point ça change tout, quoi, quand tu croises les gens. C'est des vrais êtres humains, tu t'en retrouves beaucoup plus inspiré. C'est comme si ça ouvrait des cases dans ton cerveau, en fait. Et après ça, oui, ta motivation, elle est multipliée par 1 million, quoi. Et oui. Donc, comment je suis entré chez Sartora? Bah, ce gars-là, dans un des. Tu sais, Securium à l'époque, ça faisait des quiz. Et Hmm. après, en fonction de ton classement, bah, tu pouvais faire ce qui s'appelait des CARE. Comme un Et peu les races maintenant, quoi. bon, en fait, après les races, tu as des CARE. Ok. Les CARE, c'est genre, tu as un sponsor qui te dit soit viens faire un audit avec nous, soit Certora qui dit bah, on vous entraîne sur le prover et trouver des properties. Et même, il y en a qui étaient payés à hauteur de 10 000 euros, je crois, parce que c'était en fonction du nombre de properties qu'ils arrivaient à écrire. Eh ben, lui, là, bon, il avait été premier, quoi. Il avait eu 10 000 dessus et il s'était fait embaucher un peu part-time. Et voilà, il m'avait recommandé parce que ça avait matché, on s'aimait bien, on parlait depuis le temps. Et puis, Et ça ressemble à quoi le processus de recrutement dans une firme comme Sartora? oh, c'est long. Non, c'est long. C'est long dans le sens où tu as vraiment plusieurs entretiens. En total, il y en a quoi? Environ 6. Et tu as y compris à un moment, un- bon, mis à part les questions à l'oral qu'on peut te faire en live à un moment, ou des présentations de tes anciens bugs qu'il y a à un des moments, tu as aussi un exercice un peu compliqué où on te laisse 24 heures. Et le petit secret, c'est de l'envoyer au plus vite. Si tu l'envoies au bout de 3 heures, tu as un peu plus de points que si tu l'envoies dans la deadline de 24 heures. Mais, euh, mais vaut mieux tout trouver que d'en louper un, tu vois. Donc, ouais, c'est euh, c'est assez compliqué. Mais il y en a qui passent. Là, j'en ai coopté deux, tu vois, qui sont entrés, des gens assez connus du domaine. Et bon, vu qu'ils l'ont pas encore annoncé sur Twitter, je vais pas le faire à leur place. Mais j'ai réussi à faire entrer deux OG. Donc, c'est assez cool. Mais Et donc c'était il y a un an à peu près, c'est ça? Bah, même un an un peu plus Sartora, ouais. d'ailleurs que tu as rejoint Sartora. Euh, Comment ça se passe de l'intérieur? Alors Sartora, je sais pour avoir écouté tes précédents podcasts qu'il y a globalement, corrige-moi si je me trompe, deux rôles, le rôle de researcher et le rôle de engineer, je crois, qui Ouais, est plutôt sur exact. l'outil et l'autre rôle qui est plutôt manuel, quoi, même si les deux forcément se coordonnent et travaillent entre eux. Mais ça c'est ce que j'en ai compris des podcasts et des explications que tu as pu faire sur d'autres médias. Toi, avec un an de recul maintenant, comment ça se passe chez Sartora? Qu'est-ce qu'ils font de différent? Alors, qu'est-ce qui est, bah, ce qui est excellent en fait, le plus gros point positif, c'est leur outil et la puissance de leur outil. Ils ont tout basé là-dessus. C'est moins un cabinet d'audit, un audit shop, comme on dit, que quelque part où tu vas pour justement avoir ton protocole qui est bien
vérifier formellement. Euh, Ce qu'ils font de génial, c'est qu'ils staffent pas mal de gens très spécialisés sur l'outil. Donc oui, comme tu as dit, il y a les security researchers, c'est-à-dire moi et d'autres, et puis les security engineers, et eux sont spécialisés sur l'outil. Et en fonction des projets, tu as un certain nombre de chacun d'entre eux. Et en fait, l'outil est juste extrêmement puissant. Quand tu as quelqu'un qui est spécialisé sur comprendre le projet, sur brainstormer, parce que quand même on voit une à deux fois par semaine le client en live sur des réunions d'une heure, et on a toujours un canal ouvert asynchrone. Tu es quand même en échange un peu permanent, mais même avant ça, le brainstorm des différentes propriétés, invariants, choses qui vont être check avec l'outil. En fait, tu as une grosse phase de compréhension. Et après, tu as un outil qui peut trouver euh, des failles ou des comportements bizarres. Et en fait, quand tu as des comportements bizarres qui sont trouvés par l'outil, bah, tu as un gars manuel qui peut venir. Déjà, le gars manuel, moi, oui, je fais un audit manuel comme n'importe où. Mais l'autre truc super précieux, c'est que des fois, tu as des comportements bizarres décelés par l'outil. Et franchement, il y en a un, mais c'était vraiment tellement cool. Mais je l'avais loupé, tu vois. Et l'outil avait dit, attends, c'est possible là de faire sortir les fonds après machin. Et quand j'ai investigué, je me suis dit, oh là là, j'ai pas du tout pensé à ça. Et, euh, et en fait, voilà, tu passes en phase manuelle après quelqu'un qui ne sait pas forcément regarder autant le code, même s'ils arrivent à comprendre, ils n'ont pas bon, le même pouvoir d'investigation manuelle, on va dire. Mais voilà, l'équipe fait que tu as une synergie entre quelqu'un qui est en train de blinder le projet sur le comportement et quelqu'un qui investigue manuellement, et aussi quand il y a quelque chose de décelé qui juste creuse, quoi. Et Donc, par exemple, sur un audit chez Sartora, il va y avoir un duo, je prends un petit audit, j'imagine, un duo entre un ingénieur et un researcher. Et l'ingénieur est plutôt la personne qui va définir les invariants, qui va utiliser l'outil sur le protocole. En parallèle, il y a le researcher qui fait son audit manuel. Et après, j'imagine que les deux vous coordonnez. Et puis, toi, justement, tu vas aller chercher des choses que l'outil n'a pas à proprement décelé comme étant un bug, mais qu'il faut investiguer d'un point de vue plus manuel. voilà, en fait, bon, dans le début, c'est pas vraiment il s'occupe des invariants et moi non. En fait, cette phase initiale de compréhension et même de brainstorm, où des fois on est juste sur le white paper et on vient avec le maximum de choses qui pourraient être à suggérer, genre, hey, ça vous intéresse qu'on check ça? Et eux qui disent, oh ouais, on n'y avait pas pensé, ou des fois ils viennent avec leurs properties, mais je fais partie de cette phase. Du coup, quand tu démarres, tu as déjà une bonne compréhension. Tu sais aussi prioriser un peu en disant hey, au fait là tu pourrais commencer par cette partie s'il te plaît, parce que là en fait c'est un peu compliqué, il y a un seul point d'entrée, il y a un milliard de choses qui peuvent se passer, et j'aimerais bien avoir les properties parce que là par ma puissance de cerveau c'est chaud. Donc tu peux avoir l'outil qui check des trucs, et si jamais il y a des trucs qui se passent que peut-être j'aurais loupé parce que c'est tellement complexe que voilà que j'investigue. Et ça c'est super parce que tu as un outil qui réfléchit à ta place sur certaines choses. Ça veut pas dire que tu dois te reposer dessus, rien faire à côté. Non, tu fais ton audit comme si tu faisais un audit manuel n'importe où ailleurs, mais tu as l'aide d'un outil qui, probablement, si tu faisais du stateful fuzzing avec Echidna, Medusa, ce serait pareil si tu as une équipe de deux personnes. Là, il se trouve que bah, c'est un outil de formal verification qui a sa puissance, mais sur une petite équipe d'indépendants. Euh, je pense que c'est une des configurations les plus puissantes qui soit. Si tu en as un qui est focus sur l'outil, les properties, qui comprennent tous les deux à fond le projet, et un qui check à fond manuellement, un qui écrit à fond les properties, et qui peuvent même s'alterner sur des bouts de code. Enfin, ça m'arrive assez souvent d'expliquer le code en entier. Et même là, tu finis par leur question, te dire attends, ça je vais le checker. J'avais pas forcément pensé, ça m'avait l'air évident. Euh, Parce que en vrai, t'es pas vraiment tout seul dans le projet, t'es pas juste en train de faire un audit solo. T'as quelqu'un qui t'aide à comprendre à fond le projet et qui pose de bonnes questions et qui utilise un outil. Bref, c'est puissant. Et bah, justement, la formal verification, enfin, alors, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que c'est
quasiment Certora qui l'a démocratisé, ou en tout cas qui a grandement aidé à la démocratisation de cet outil-là et de cette technique-là dans notre milieu. En comparaison, je dirais par exemple avec Trailbit qui, eux, sont plus portés sur les outils et les techniques de fuzzing. Qu'est-ce qui font que vous, c'est l'AFV plutôt que le fuzzing? Et est-ce que tu penses qu'il y a vraiment, ou plutôt, quel est le pourcentage de bugs que vous trouvez grâce à l'AFV que tu penses que vous n'auriez pas trouvé grâce au fuzzing? Bah, en fait, c'est un peu différent. Je pense que les cas particuliers où tu trouverais pas en fuzzing et tu trouverais en FV, c'est des cas un peu, c'est des cas un peu particuliers qui peuvent arriver, qui sont un peu rares, mais qui peuvent être fatales, tu vois. Et en fait, quand les clients viennent pour Certora, c'est pour avoir la certitude. C'est pas pour avoir de grandes chances. Il y a des choses intéressantes qui se disent. Des fois, genre, il vaut mieux faire du fuzzing plutôt que de la FV. Et en fait, tout est question de ça dépend. Si tu as une entreprise où tu as les gens qui sont vachement formés à l'outil, qui sont spécialisés, qui arrivent vite à décortiquer le code, à comprendre les invariants, à écrire, enfin t'es staffé, t'écris, à la fin voilà tu livres ton projet blindé, c'est très différent de si tu as quelqu'un de tout simplement autonome ou une petite équipe de deux gars sur Code Arena et tu te dis ah, je vais blinder avec de la FV ce projet. Non, t'auras pas le temps en fait. Enfin, peut-être que si jamais tu avais été pro, tu faisais ça depuis un moment. Mais concrètement, en termes de coverage, euh, t'iras sûrement plus vite avec le fuzzing. Mais il y aura toujours le t'es pas 100% sûr. En vrai, même avec la FV, t'es pas 100% sûr. C'est juste aussi fort que ce que tu as écrit. Si tu as écrit une règle où en fait tu as un peu trop fait d'approximation, bah c'est que c'est une mauvaise règle. Parce que quand tu parles de pro de l'AFV ou d'expertise dans ce domaine-là, de ma compréhension, la difficulté de l'AFV réside dans les properties que tu sets, et donc dans ta compréhension du protocole et donc dans les règles que tu Non, soumets au pas que. prouveur derrière. Pas que, parce que cette phase-là, elle peut être en commun avec ceux qui utilisent Echidna par exemple. Et ensuite, c'est l'implémentation, ne serait-ce que le fait que c'est un langage un peu différent, que des fois il y a des comportements de l'outil, ou tout simplement parce qu'il y a trop de maths ou des choses qui vont super loin, ça va à timeout. Parce qu'au bout d'une heure, ça se dit, une heure, trois, je sais même plus c'est combien le timeout. Et ça te dit, bon, bah, là, on va pas y arriver. Des fois, voilà quoi, c'est un petit peu compliqué dans ce sens-là. Mais Et c'est un trade-off. Il y a pas forcément de. Enfin, je veux dire, moi j'aurais plutôt dit à des gens qui sont juste, pas débutants, mais qui ont envie d'aller vite, d'utiliser du stateful phasing, de se mettre en équipe de deux par exemple. Imagine tu as quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, super fort, qui a de l'expérience, il n'a pas forcément envie de faire tout le boilerplate, d'écrire tout pour utiliser l'outil, mais si tu as un plus junior ou quelqu'un qui est spécialisé outil, ils sont tous les deux là-dessus, bah, ça peut être super puissant. Mais si tu utilises le prover de Certora, il vaut mieux que tu aies un peu plus de temps. Et si tu es tout seul, bah, il se peut que tu aies quelques difficultés. C'est un trade-off au final. Ça dépend d'où tu as la compétence. Mais l'un te donne la certitude, l'autre te donne une grosse probabilité. Euh, et, et tout simplement, les clients qui viennent chez Sartora veuillent payer pour la certitude. est-ce que, du coup, un des défauts, je dirais, ou des drawbacks de l'AFV, ce serait que un audit pour le même commit chez Certora par rapport à chez un audit shop XYZ qui ne fait que de la manual review, vous demandez plus de temps, j'imagine, non? Il y avait une étude récemment, tu sais, je sais plus comment s'appelait le site, mais ça comparait différentes boîtes de sécurité en Web3. Et oui, il se trouve que là, on avait à peine la moyenne, c'était dans le temps. Mais en fait, si t'es pas pressé et qu'on écrit les différentes règles, à un moment, ça va dans ta CI. Donc même quand tu es en train d'updater ton code plus tard, t'as l'outil qui tourne. Donc tu sais si tu as introduit un code qui a entraîné un comportement qui va pas. Donc oui, ça prend plus de temps là, voilà, dans l'initialisation, le fait de mettre en place. Mais après, c'est là. Bon, c'est aussi le cas pour le reste. Ça se maintient aussi si jamais tu fais trop de refacto. Mais le temps, c'est sûrement le gros point négatif, en fait. Et tu aurais une Mais en fait, estimation du temps supplémentaire nécessaire pour justement définir toutes les variants et enfin, faire un bon process de AV? euh,
Non, je saurais pas te dire. Ça On dépend double vraiment du le temps projet. d'un audit, par exemple, ou Non, c'est en quoi? fait, C'est un tiers plus? vraiment, ça dépend. Si t'as un protocole où tout va bien, où t'as juste tout un tas de points d'entrée et des comportements assez simples, ça va. Mais ceux où, par exemple, t'as un point d'entrée, mais tout un tas d'appels externes et tout un tas de parties interdépendantes qui bougent tous en même temps, là, ça devient un peu chaud. Et du coup, il y a pas mal de petites choses à investiguer, petits invariants à écrire. T'as pas mal de conditions en fait à respecter avant de pouvoir ne serait-ce qu'écrire ta première propriété par exemple. Et tout un tas d'approximations à mettre en place. Donc ça demande pas mal de brainstorming. Alors que peut-être que ça aurait été moins compliqué avec le fuzzing, parce que peut-être que tu aurais pu dire, au fait, pour ça, là, tout simplement, va utiliser on-chain le code qui est là. Donc, il se trouve qu'avec la FV, tu n'utilises pas le code on-chain, tu te dis que tout peut t'arriver, ou tu peux faire des mocks et puis avoir ton approximation. Mais c'est à toi de définir le comportement de ce qui se passe avec tout ce qui est appel externe, par exemple. Mais non, non, il n'y a pas de x2, ça pourrait prendre autant de temps sur un protocole assez simple où tout, simple, tout fonctionne, tout roule, mais sur d'autres où c'est très compliqué, très lourd en maths, très lourd en interdépendance, là, tu pourrais même faire x5, j'imagine. Genre le temps d'écrire 10 propriétés, t'en aurais écrit 50 avec le fuzzing. Mais encore une fois, ça dépend. Et encore une fois, ce genre de choses, c'est peut-être parce que t'es 5 fois moins sûr avec le fuzzing, vu que c'est très lourd en maths et que tu pourrais louper le petit edge case qui. Donc, voilà. Et d'après toi, quelle serait, tu dirais, la force du prover par rapport aux autres outils de AV qui sont disponibles? Est-ce qu'ils se valent tous? Est-ce qu'il y a des spécificités du prover que n'ont pas les autres? Je suis pas forcément assez spécialiste pour y répondre, mais normalement ils utilisent à peu près tous les différents algorithmes dispo, mais je saurais pas te les nommer, tu vois. Mais il y a tout un tas de petits trucs qu'ils utilisent pour que ce soit le plus optimisé possible. Euh, le développement, enfin t'as une équipe entière des développeurs là-dessus, au moindre bug, au moindre timeout. Enfin, t'as des investigations et du code et de la maintenance qui est toujours en cours. Il y a aussi, à chaque fois, si tu es abonné à la newsletter, tu peux voir qu'il y a toujours de nouvelles fonctionnalités, des trucs qui facilitent la vie. Tu es là, tu cliques, ça t'envoie sur le bout de code qui a un souci, ou ça t'envoie sur le bout de la spec sur lequel il y a un souci. Enfin, tout un tas de choses qui fait que c'est très user-friendly. Euh, et très facile à débugger maintenant, encore plus qu'il y a un an. Donc, globalement, c'est le plus mature, oui. Euh, c'est aussi celui qui est le plus complet et qui prend le tout en compte. Mais après, je peux pas plus me prononcer sur s'il vaut mieux utiliser ça plutôt qu'autre chose. Encore une fois, je pense que ce qu'on a comme ressource toujours limitée pour tout le monde, c'est le temps. Du coup, si tu te dis j'ai le temps, j'ai de l'argent, je veux que mon protocole soit blindé, bah tu viens chez Sartora. Si tu te dis bon, j'aimerais bien que ça se passe un peu vite et lancer, parce que j'ai pas assez de fonds pour dépenser je sais pas combien en sécurité, parce que le temps c'est de l'argent, bah tu fais, tu prends le risque en fait. Ouais, c'est toujours un trade-off C'est ça. que les protocoles et Et les développeurs encore une doivent. fois, si tu passes un temps infini en sécurité, oui, tu vas tout trouver, mais c'est pour ça aussi qu'il y a les bug bounty, parce que là, c'est le coup du temps infini où des fois, t'as vraiment le petit truc qui a pris 3 mois à quelqu'un à fond à 10 heures par jour et il a trouvé le petit edge case et qu'il a investigué, et ça peut arriver aussi. Mais tu peux pas payer 3 mois pour qu'on passe juste sur un petit bout de code, une petite intuition, quelque chose. C'est à un moment tu passes à autre chose, tu dis là c'est ok, oui ok, j'y crois pas. Et du coup, ça fait un an que tu es chez Sartora. Je sais par exemple, bah, pour prendre Spearbit, qui ont un process de promotion connu, ça va de JSR, ASR, SR, LSR. Est-ce qu'il y a quelque chose de similaire chez Sartora? Et si c'est pas le cas, c'est quoi les next steps pour toi chez Sartora? Non, non, il y Évoluer. a rien il y a rien de similaire. En fait déjà on est une petite équipe pour les différents SR et on est tous niveau SR quoi, tu vois, au moins. Ok. SR ou LSR. Donc déjà il y a ça. On est aussi tous entraînés et pas que à de la technique. Des fois tu as des intervenants qui viennent pour la relation client, comment écrire, comment ne pas répondre, les choses à ne pas faire. Donc t'es quand même bien formé. C'est pas très grand si tu regardes le nombre d'auditeurs manuels. D'ailleurs, quand les gens me demandent ce que je fais à Certora, ils croient que j'utilise l'outil à fond,
Mais non, l'outil il me sert en fonction de ce que les autres font. Mais sinon, je reste un auditeur qui se trouve qu'il y a l'aide d'un outil puissant. Donc tu vois, des fois je me sens un peu, pas carry par l'outil, mais ça rassure un peu. Mm. Puis après, quand on a d'autres qui sont là en renfort, et que tu peux grave brainstorm. Des fois, on est là, il y a une caméra, on est en train de faire les 100 pas, on discute comme si on prenait un café. Genre, et si, imagine que là, ça fait comme ça, et genre, t'es en train d'halluciner des fois pendant 2 3 heures, euh, et ça fait des trucs cool. Donc, c'est une boîte d'audit manuel, mais aidée par un outil, l'outil référence du domaine assez puissant, et avec des gens qui sont là qui utilisent l'outil, qui comprennent le code et qui te posent aussi les bonnes questions qui vont plus loin dans la compréhension peut-être que toi. Parce que des fois tu te dis je dois comprendre juste assez pour attaquer. Et eux des fois ils comprennent un peu plus loin et tu te rends compte que j'aurais peut-être dû passer un peu plus de temps à comprendre cette partie-là, tu vois. Un autre sujet, comme j'ai évoqué un peu plus tôt, qui nous passionne tous les deux, ou intéresse en tout cas beaucoup. On a tous les deux passé pas mal de temps à étudier les process d'audit, les méthodologies des meilleurs SR de l'écosystème. Tu as d'ailleurs fait, je le redis et je le recommande à tout le monde, une présentation chez OpenSense qui était vraiment top là-dessus, avec un peu de tes récaps. Euh, Quelques mois plus tard et peut-être avec des recherches supplémentaires, qu'est-ce que tu en retires de tout ça, avec tout ce que tu as pu étudier? Est-ce qu'il y a Moi des j'en points retire. que tu veux partager plus que d'autres à ceux qui pourraient nous écouter ou peut-être même des débutants qui se lanceraient dans le... Qu'est-ce que j'aurais à partager? J'ai l'impression qu'il y avait plusieurs questions dedans. En fait, moi ce que j'en retiens, c'est que ça reste dur. Si tu voudrais utiliser tous les mindsets, tu t'en sortirais pas. Parce que t'as pas un temps infini. C'est toujours, encore une fois, l'expérience fait que tu iras plus vite au fur et à mesure de ton expérience, et ça fait aussi que tu arriveras à sentir avec ton sens d'araignée l'endroit où il faut passer plus de temps. Mais encore une fois, t'as pas un temps infini, et le but c'est vraiment de couvrir le maximum et d'utiliser au maximum tes connaissances. Moi, ce que j'en retire, c'est qu'il faut ralentir un peu. Tu parlais de Zach un peu plus tôt qui commentait un commentaire toutes les 3 lignes. Moi, ce que j'ai commencé à faire un peu récemment, parce que en fait, ça devenait trop pollué d'utiliser juste les tags de Visual Studio Developer, Solidity Visual Developer, pardon, c'est que j'ai commencé à prendre un Draw.io tout simplement, que je prends un petit screenshot d'un bout de code, et après je fais une petite flèche et je commente à fond. Genre les choses à checker, les différentes questions, ma compréhension, tout ce qui se passe, mais attends, mais pourquoi là ça arrive, pourquoi là ça arrive pas. En fait, tu écris un maximum de questions, et après tu y réponds, et après c'est une itération quoi. En gros, tu sous-divises à ce qui peut se passer. Est-ce que c'est en train de lire quelque chose d'externe? Est-ce que c'est en train d'écrire quelque chose? Est-ce que c'est en train de tout simplement faire un calcul pur? Genre, tu as une entrée, tu as une sortie, et tu as juste un calcul au milieu. Et là, vraiment, tu décortiques le code en fonction de petits blocs de ce qui est en train de se passer. Et, et ensuite, la magie qui se passe après, c'est de réfléchir à fond sur la relation de ces différents trucs. Enfin, entrée, sortie et relation entre les différents trucs au milieu et, euh, et externe. Donc, ce que j'en retire, c'est que c'est encore plus dur que je le croyais à l'époque où j'avais fait Stalk, tu vois. Parce qu'en fait, vraiment, tu commences à prendre la confiance des fois. Et plus tu avances, plus tu te rends compte qu'il y a des choses que tu sais pas, il y a des choses que tu sais pourquoi tu les manques, il y a des choses que tu te dis mais est-ce que même c'est faisable? Et des fois tu loupes un petit truc, il y en a un autre qui attrape, tu t'en veux, et puis tu te dis mais je savais ça, et tu te dis mais qu'est-ce qui manque dans mon process, sachant que j'ai passé des centaines d'heures, j'ai dû passer au moins 200 heures sur tous les process, écrire, me faire un gros document, comment ne rien louper. Mais au final, tu finis toujours par louper parce que il se peut que tu passes un peu trop vite sur une partie. Et tu t'en veux, mais ce que tu retiens en fait, c'est vraiment l'expérience. Oui, il faut savoir comment faire, mais il faut que tu aies l'expérience de savoir où est-ce que tu dois passer un peu plus de temps, où est-ce que c'est dangereux, et, euh, et des fois, ouais, pas être tout seul, parce que je sais pas, c'est comme s'il y avait un peu un effet tunnel quand t'es tout seul. Tu sais, t'as la ligne d'arrivée, t'es là, tu cours, alors qu'en fait, si t'as quelqu'un à côté, il peut te dire, hé, hey, il y a un raccourci ici, il y a un autre chemin. En fait, c'est pas une ligne droite ce tunnel, tu sais, question des autres. J'en retiens en fait ce qui fait que à un moment, quand tu deviens, on va dire, assez bon pour pouvoir bien couvrir un code tout seul,
c'est que ça devient très puissant d'avoir quelqu'un, ne serait-ce qui te challenge sur ta compréhension du code. Parce qu'après, tu peux te poser d'autres questions, tu vois. En vrai, maintenant que j'y pense, si jamais t'es le lead auditeur quelque part et que t'as un junior qui te pose tout un tas de questions, c'est pas mal de lui expliquer. Ça te challenge Bah, comme tu le ça dis, te dans ta challenge sur ta compréhension. compréhension, ouais. Après, fais Ça attention à la assure que perte t'aies de pas temps. de blind spot. Et oui, oui, si Ouais. tu passes les trois quarts de ton audit à expliquer, ça vaut peut-être pas le coup, mais c'est plutôt être capable de s'assurer que t'as pas de blind spot. Et il y a un peu la Ouais, c'est naïveté ça. du junior qui peut t'aider des fois à dire ah bah tiens, c'est vrai que je m'étais même pas Ouais. posé cette question-là parce qu'avec mon expérience, ça me paraissait pas. Ouais, ou Alors t'es qu'un juste junior calé va un peu. peut-être se poser des questions Ouais. absolument partout, même sur des trucs peut-être un peu ridicules, mais qui peuvent de temps en temps aider à. Mais des fois, pas que. Des fois, toi-même, pendant que t'es en train d'expliquer, et que t'as envie d'expliquer quelque chose d'autre, et que t'as envie d'expliquer quelque chose d'autre, tu te rends compte que, ah oui, ah mais attends. Enfin, bon, ça m'est arrivé plusieurs fois, je commence à expliquer quelque chose, et après je me pose d'autres questions, genre, attends, ça je saurais pas bien te l'expliquer, il faut que je check. Et après quand je check, oh, j'ai oublié un chemin. Il y a des trucs pas faciles à voir, je te donne un exemple. Ah bah avec plaisir, hein. Bon, en fait, un contrat, c'était un wrapper, tout simplement. Et du coup, bah, il hérite d'un autre contrat. Et dans ce contrat-là, dans tous les points d'entrée, tu avais une protection. Un modifier. Euh, bon, disons que tu avais un require dans tous les publics et externals. Et ça fait que quand tu arrives aux internals, bah, tu es protégé. Il y a des états que tu peux pas atteindre. Mais en fait, quand tu as un wrapper qui hérite, bah, il se peut que tu crées, comment dire, une autre fonction publique. Et des fois, tu oublies de recopier-coller le même require de ce qui te protégeait dans les anciens points d'entrée. Et tu penses pas forcément, quand tu lis un contrat de haut en bas, du fait que il y a un chemin à protéger. Tu vois, bon, il a déjà été protégé avant. Et si en plus tu as eu le malheur, comme moi j'avais fait, d'auditer d'abord euh, ce qui a été La hérité, partie protégée. ouais, bah, dans ta tête, c'est genre, ok, ça, c'est pas possible, c'est protégé. Quand t'audites par-dessus, bah, t'oublies de revérifier tout ce que t'avais déjà conclu comme étant protégé avant. Et ce qui fait qu'il y avait un chemin qui était toujours possible, et c'est ça que le prouveur avait trouvé. Et là, je me suis dit, oh ouais, oh mais sérieux. Donc, la conclusion que je leur ai dit, c'est, vous pouvez enlever toutes les protections de tout ce qui est sur public et juste mettre le require dans le internal, comme ça, quoi qu'on fasse, genre, ça peut pas arriver, ça arrive dans l'inter... Parce qu'en fait, il faut y penser dans tous les points d'entrée, et c'est mieux de le mettre sur ce qui est appelé et doit être protégé, non? Mais ça, c'était genre pour protéger déjà là, à travers, enfin, le bug qui avait été trouvé. Euh, et encore, c'était une faille critique. Donc. Et en plus, ça protégerait tous les codes futurs ou tous les futurs wrappers, tu vois. Donc, des fois, il y a un truc. Enfin, vraiment, t'as les. Enfin, voilà. Je m'étais dit, c'est protégé. Je passe au wrapper. Ça m'a l'air ok. Mais dans ma tête, il y avait une case qui était cochée qu'il fallait décocher. Genre, limite recommencer de zéro parce que le wrapper, voilà quoi. Bah, ça me fait penser à un truc ultra similaire. Je faisais un audit avec un auditeur très expérimenté semaine dernière. Et il était déjà passé sur certains contrats. Il y a un truc que j'avais pas compris. Et justement, je lui ai posé une question là-dessus. Et en repassant dessus, il était à deux doigts de clôturer ce contrat comme étant audité et de passer aux autres. Et en m'expliquant quelque chose que j'avais pas compris, il s'est rendu compte exactement ce que tu disais, qu'en fait il y avait un point d'entrée globalement qui n'était pas protégé en passant par là. Il me disait mais en fait si tu m'avais pas posé cette question, puisque moi j'avais pas compris l'intégration d'un des lockers par rapport au contrat que sur lesquels moi j'étais en train d'éditer, et ben on serait passé à côté quoi. Et vraiment des Ouais. fois tu as ce côté de se dire ouais, repasser sur le même code mais avec un point de vue différent ou avec un côté très naïf ou en partant de zéro connaissance, ça peut te permettre de voir des choses que tu ne verrais pas autrement. Ouais. Et des fois, on passe vraiment à rien de louper un bug, quoi. Bah oui, surtout quand tu es passé à un autre contrat, l'autre il est sécure. Donc, enfin voilà, t'hérites de quelque chose de sécure et tu l'utilises, tout va bien, non? Bah non. En fonction de la pratique, bah non. Mais tu vois là par exemple ça, j'avais parlé dans justement mon talk que je commençais d'abord large. Enfin, j'y vais un peu en mode entonnoir, tu vois, genre euh, bah, tout début les différents contrats, ensuite les différentes fonctions, signatures, ce qui retourne. Enfin, tu brainstormes à chaque fois par niveau de complexité. Et après, tu rentres à l'intérieur de chacun, puis bref, effet d'entonnoir pour aller de plus en plus loin. De toute façon, j'arrive pas à comprendre un code autrement que comme ça, tu vois. Bah, justement, ça va être ma question après, donc je me permets une parenthèse. Euh,
avec toute l'expérience que tu as et toute la recherche que tu as fait sur les process des autres, il ressemble à quoi ton process demain? Imagine, pas chez Sartora, parce que c'est un contexte un petit peu particulier avec le prover, etc. Demain, tu t'amuses à faire un contest Code Arena. Mhm. Euh, Donne-nous les grandes étapes de ton process. Tu vas sur Code Arena, ou disons Code Arena, vu que tu es juste chez eux quand même, faut leur un peu de pub. Tu vas sur Code Arena, tu vois un visite qui t'intéresse, qui va durer, je sais pas, une semaine, je dis n'importe quoi. Il commence demain. Qu'est-ce que tu fais? Donc, première chose, parce que j'en ai bien vu l'importance, il y en a qui disent oh, faut pas commencer avec la documentation, etc. Ouais, je suis pas d'accord. Je sais qu'il y a un trade-off où peut-être après tu peux te dire ah oui, là ça marche. Non, non, je vois pas trop pourquoi on se dit ça, franchement. Enfin, comprendre le protocole à fond, c'est hyper précieux, quoi. Et le comprendre au travers le code, c'est se dire que tu es en train de valider le code. C'est mieux d'avoir ton idée et après, quand ça matche pas, il y a déjà un truc qui cloche. Enfin, ça, c'est juste mon idée perso. Il y en a qui marchent pas comme ça, mais je m'étais un peu fait influencer au début par le fait de tu vas directement dans le code. Ah, c'est plus du tout le cas, hein. Je préfère prendre à fond le white paper, me noter au maximum ben, en fait des features. Parce que toi, ce que tu as à voir, c'est déjà savoir c'est quoi les features de ton protocole, donc les différents comportements. Ne serait-ce que voilà, je suis capable voilà, j'initie ça, mais je peux l'annuler, et si je l'annule, ça c'est plus possible, et si je l'annule pas, enfin tu vois, un petit flow, juste des grandes idées, tu vois, et ça devrait pas prendre tant de, comment dire, tant d'encre que ça, on va dire. Après, s'il y a beaucoup de features, c'est peut-être un peu compliqué, mais disons, fais-toi feature par contrat, puis interdépendance. Mais déjà, identifie les différentes features. Et ensuite, quand tu es en train de lire le code, tu dis ah, c'est comme ça qu'il l'implémente. Et là, tu es déjà dans un mindset de validation. Mais au tout Par début, feature, on entend les user stories, quoi. Comment on pourrait appeler ça? On prend un bon, protocole de landing borrowing, ça pourrait être. ce sera déjà trop précis, ce sera déjà trop précis. Mais disons que tu peux faire un deposit, attendre un an et après faire un withdraw et avoir un peu plus d'argent, tu vois. Ça, c'est D'accord. une feature. Ok. Enfin, le deposit pour withdraw plus tard, c'est juste, disons, un flux de comportement. Qui a genre, je suis un utilisateur, comment je vais utiliser ce protocole? De cette façon. Et comment je vais l'utiliser encore? De cette façon. Bon, après, oui, il y a un milliard de comportements qui peuvent être différents en fonction des différentes conditions, mais t'es pas obligé pour l'instant d'arriver à ce niveau de complexité. Déjà, avec ne serait-ce que le titre des différentes fonctions, est-ce que ça accepte comme paramètre? Et aussi un truc que même Milo Truck avait dit, et puis d'autres, quelque chose que je fais, je le mentionne dès maintenant, mais les différents state variables, c'est bien de les avoir genre du coin de l'œil. Genre soit tu l'imprimes quelque part, soit tu l'as sur une page Draw.io ou autre, n'importe. Mais c'est bien de savoir en fait c'est quoi les différents states. Parce que il se peut qu'à un moment tu te dis mais attends celui-là il est pas utilisé, il n'y a pas une condition qu'il devrait avoir sur celui-là ou ça, bah, à la fin là ça devrait pas envoyer quelque chose là-dessus. Tu t'oublies. Sur le code non existant, il faut que tu sois un peu au courant de l'état en fait que tu essaies de gérer dans ton protocole. Ouais, dans son talk, il expliquait de mémoire Ouais. qu'il avait deux écrans et que Et il sur, passait un par quand il un en revoyait un fait. contrat, ouais, Ouais, c'est ça, voilà. sur Il passait l'écran de un par un. gauche, il lisait le contrat et sur l'écran droit, il avait le même contrat mais qui était sur la partie state variable. Comme ça, en fait, dès qu'il lisait une ligne, globalement, il disait quel était l'impact sur cette state variable de ce contrat-là. Bah voilà, ça tu vois, ça c'est un changement, un des trucs que j'avais pas parlé pendant mon talk et auquel je pensais pas forcément. Et après, il n'y a pas que le state, encore une fois, du protocole en lui-même. Il y a un truc, je fais vraiment en sorte de ne pas oublier, mais tu as aussi une dépendance vis-à-vis des states qui sont externes, comme bah, euh, par exemple ta quantité de tokens sur un contrat, c'est pas ton protocole qui a connaissance de ton balance, mais bien le contrat externe. Et ça, du coup, t'en dépend. Et ça aussi, ça peut être modifié par des appels externes sur des contrats externes. Donc, bah, c'est un peu comme ça aussi que tu manipules le prix. Tu fais tout un gros swap quelque part et après tu appelles ton protocole. Ben, en fait, ce qui est lu à un endroit, euh, le spot price, a été modifié. Et ça, en fait, si tu te limites au state de ton protocole, tu vas pas le voir. Mais si tu sais qu'il y a un state que tu es en train de lire extérieurement dont tu dépends, donc voilà, le state interne j'appelle et puis le state externe, tu peux réfléchir à hey, est-ce que je peux manipuler ça ou qu'est-ce qui se passe si ça s'est modifié ou comment je peux interagir avec ça même en dehors de mon protocole. Parce que le nombre de fois où tu vois que une fonction peut être DOS tout simplement
en envoyant un petit quelque chose à ce contrat externe, mais en dehors de ton protocole, hein, genre t'as rien demandé, t'envoies au gars genre un way là-bas et puis c'est bon, ça fonctionne est bloqué, mais t'as même pas interagi avec le protocole, c'est juste qu'à un moment ça le lit et puis il y a une condition et puis ça se passe pas. Donc ça c'est un peu chaud parce que c'est pas le code qui est devant toi, c'est ce qui se passe en dehors. Et du coup, voilà, lister le state interne, lister le state externe, et aussi essayer de voir les différentes dépendances, de voir en quoi ils sont liés, tu vois. Et donc ça, c'est sur la partie pré-recherche, je dirais, quasiment avant même que le Partie pour contest recherche, ouais. commence. Euh, Là, fast forward, on arrive le lendemain 17h ou je sais pas à quelle heure commencent les contests chez Code Arena. Le contest commence, tu télécharges le repo. Qu'est-ce que tu fais après? Bah, là, je suis un peu en yes man, tu vois. C'est-à-dire, C'est-à-dire, je lis et je fais ah ouais, ah d'accord, ah c'est comme ça, ah ouais. Donc en fait, je suis pas encore le challenger, tu vois. Je suis un peu en mode yes man, parce que en fait, commencer trop tôt, bah déjà ça fatigue, hein, ça demande un peu d'énergie, mais surtout c'est pas encore. Enfin, t'as pas encore compris le protocole, comment ils font les choses, comment t'aimes bien comment ils font. Et enfin, j'aime bien commencer, voilà, en mode un peu validation et compréhension. Et ensuite, ce que j'ai pas forcément compris, je note pour plus tard, parce qu'il y a quand même une notion de vitesse. Tu peux pas, genre, tu bloques sur une partie et tu restes des jours dessus. Non, au tout début, tu dois avoir sur ta première passe euh, compréhension la plus générale possible. Et après, tu peux petit à petit te focus sur certaines parties qui t'intéresse, mais voilà. Mais il y a quand même une bonne phase de compréhension. Et aussi, bon, tu commences déjà à te noter quand tu as des idées, parce que c'est pas le but de pas les noter. Si tu commences à avoir des idées, genre, ce serait bien de checker ça, ce serait bien de noter ça, ce serait bien de, voilà, de vérifier que ça se passe comme il faut, ou hey, ça, si ça s'annule, qu'est-ce qui se passe, ou oh, est-ce que je peux appeler ça deux fois? Des choses, juste des questions qui te viennent et tu y répondras plus tard. Mais là, c'est ta première passe, ou disons que t'es encore trop nouveau quoi, pour jouer l'expert qui vient dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou pas faire. Et en fait, oui, il y a un stade où tu commences un peu à comprendre le protocole, où c'est vraiment le stade où tu sais, si tu connais pas tout le code, mais tu sais déjà à peu près comment tout interagit ensemble, ou comment ça s'appelle, tu peux commencer à avoir des petites idées, déjà. Et après, oui, t'en as de plus en plus. Mais enfin, là c'est ma méthode d'abord d'entonnoir, c'est-à-dire de plus en extérieur vers plus en intérieur. Et après, voilà, tu vas de plus en plus dans ce qui est plus profond, ce qui est librairie, ce qui est plus bas, ce qui est plus loin dans le code. Mais tu vas petit à petit en compréhension. Quand donc en tu commences à premier lieu, arriver. tu commences par les contrats parents, les contrats base, ce genre de choses-là. Oui, voilà, tu comprends. En fait, il faut déjà que tu puisses parler de ce qui se passe. Donc, enfin, je veux dire, si tu regardais un manager, ton chef de projet ou autre, lui, il a peut-être connaissance, peut-être à moindre échelle, juste de ce que tu vas parler à ce stade. Les différentes fonctions, fonctionnalités, à peu près comment le flux pour les utilisateurs se passe. Puis voilà, il va pas aller plus loin. Mais tu dois déjà avoir ce niveau, enfin, moi j'estime que tu dois déjà avoir ce niveau avant d'aller à fond dedans, tu vois. Et en plus, ça va te faire gagner du temps plus tard parce que tu sais déjà que là-bas, ça se passe aussi sur quelque chose qui est lié. Et puis, enfin, voilà quoi, t'as des liens qui se font dans ta tête. Donc, tu vas de plus en plus profondément. Mais ce que j'ai vu aussi, des choses que je manquais, comme on a évoqué tout à l'heure, c'est qu'en fait, il s'agit pas juste de faire l'entonnoir jusqu'au bout de l'entonnoir. Après l'entonnoir, il faut que tu repasses dans le sens inverse. Une fois que tu es arrivé tout en bas, les librairies, tout ce qui est internal et tout, ou tout ce qui est external call, tu regardes tous les endroits qui utilisent cet endroit, qui utilisent ce bout de code que tu es en train d'éditer, euh, qui est au plus bas. Et tu regardes si tout est protégé de la même façon, par exemple. Et c'est là, par exemple, que j'aurais pas loupé ce bug ou que la personne expérimentée pour toi aurait pas loupé. C'est que oui, tu vas en entonnoir, mais après il faut que tu repasses dans le sens inverse parce que t'as peut-être pas fait tout l'entonnoir en fait. Et le process voilà, il se fait un peu comme ça. Tu prends un maximum de notes, tu dessines pour comprendre et tu te poses un maximum de questions. Tu réponds aux questions, ça fait plus de questions jusqu'à ce que tu aies plus d'idées en fait. Donc demain s'il y a un contest, voilà quoi, je monte en compréhension au max. Je vais de plus en plus profondément dans le code, mais après je passe de ce qui est profond et je regarde si tout ce qui appelle cet endroit profond est protégé. Ou comment en fait cet endroit est utilisé.
Et une question qui en découle, qu'est-ce, quelles sont, d'après toi, tes forces et tes faiblesses en tant que SR? Qu'est-ce qui fait que tu es aussi bon et quels sont, t'en as cité quelques-uns, mais quels seraient, d'après toi, les points faibles de ton profil aujourd'hui auxquels tu essaies de pallier? Bah en fait, les points forts, c'est le fait d'essayer d'être vraiment très conscient de où t'en es, ou aussi peut-être tu sais, le fait de pas vraiment se faire confiance et du coup d'essayer à fond d'être vraiment sûr sur quelque chose. Euh, Enfin, tu dois toujours avoir un doute vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ton ego, bon, aussi des autres. Euh, donc ouais, se remettre en question, on va dire, ça je me remets beaucoup en question. Euh, et j'essaie de prendre de la force des autres, donc ça c'est peut-être le point fort. Et le point faible, bah, j'ai pas envie de dire la lenteur, parce que tout simplement, j'ai un peu plus le temps à Certora, mais autant de temps que j'aurai ailleurs d'ailleurs. Euh, mais ce serait pas le cas sur une compétition, t'as pas autant de temps. Bon, je savais pas vraiment te dire. Le fait est que j'essaie toujours de progresser. Oui, il y a des gens qui peuvent aller plus loin, et des gens qui passent plus de temps sur quelque chose que peut-être j'aurais pas identifié. Donc il s'agit surtout de progresser, et de gagner en vitesse. Est-ce que tu auras un conseil de fin pour deux types de profils différents qui peuvent nous écouter, les débutants, comme je sais que tu en as beaucoup aidé. D'ailleurs, je sais même pas si tu le sais, mais tu es la toute première personne à qui j'ai parlé en découvrant la sécurité Web3. Et tu m'as d'ailleurs beaucoup aidé, donc je te remercie encore publiquement aujourd'hui. Et je sais que tu as aidé beaucoup d'autres débutants et puis des profils Plaisir. peut-être un peu plus intermédiaires qui souhaiteraient arriver à ton niveau. Est-ce que tu as des conseils que tu pourrais nous donner? Alors, pour les débutants, c'est bon courage parce que c'est chaud. Non, vraiment, c'est chaud. Quand je vois le chemin qu'il faut parcourir et à quel point il faut cravacher, et je suis loin d'être la personne la plus bête au monde, hein. Enfin, je suis le profil typique qui a toujours été premier de la classe, mais ça reste chaud, quoi. T'as des monstres dans le domaine, faut pas non plus se décourager. Mais en fait, si tu t'acharnes, tu vas finir par y arriver. Pour moi, en fait, tout le monde peut y arriver. Mais et encore plus aujourd'hui, parce que t'as encore plus de ressources où les gens ont vraiment digéré la connaissance. Genre les vidéos de Owen Term, tu vois, Guardian Audit, moi, je suis hyper admiratif si j'avais ça avant, mais j'aurais pas eu autant de plateaux. D'autres d'autres blogs qui font un super taf, d'autres newsletters, mais c'est juste abusé. Il n'y a plus qu'à consommer. C'est excellent. Donc bon courage, mais il faut le faire et se remettre en question et pas trop prendre la confiance. Euh, Ça, c'est les débutants. Profiter de ce qui existe, essayez pas d'aller de zéro. Et les intermédiaires, c'est pas loin d'être la même chose, sauf qu'un intermédiaire, le problème quand tu es intermédiaire, et ça m'est arrivé plein de fois, c'est qu'à un moment, t'es pas vraiment en train de monter en expérience, t'es juste en train de renforcer des habitudes. Et du coup, tu n'identifies pas forcément là où il y a un axe d'amélioration. Donc là, oui, enfin, tu m'as demandé les faiblesses, enfin, des axes d'amélioration, il y en a tout un tas de partout. Enfin, tu peux monter en connaissance dans tellement d'endroits, monter en vitesse, enfin, il y a tout un tas de choses que tu peux faire. Mais le coup de l'intermédiaire, c'est à un moment, il faut faire le point sur soi et vraiment essayer de voir ce qui te manque. Ça peut être plus facile de trouver un mentor, tu vois, parce qu'il se peut, même si tu le payes, hein, pour son temps, il se peut que lui, il arrive à te dire, tu devrais passer un peu plus de temps ici parce que, enfin, t'as quand même vachement de lacunes. Ce sera plus facile, tu vois, que de tout faire tout seul. Peut-être trouver un mentor, ouais, ça aide. Peut-être pas pour le début Puis, directement, mais une fois qu'on a acquis un non, peu le début, d'expérience, il y a consommé trop à beaucoup de faire. contenu. Non, au début, il y a trop à faire et puis tu vas être lourd si jamais t'arrives en tant que super débutant sur quelqu'un d'expérimenté. Non, tu vas être lourd. Mais après Euh, avoir acquis une première base, là, ça peut être intéressant et on peut en tirer Oh, je dirais même du cette première bénéfice base, commun, c'est déjà quoi. pas mal, hein. Hmm. T'as déjà de quoi trouver pas mal avec cette première base. Si tu consommes tout. Déjà tout seul, en mode tu te mets à fond dessus, tu passes allez, 4 à 6 mois, on va dire. Ouais, c'est le temps qu'il faudrait, quoi. Déjà, pour réussir à consommer à peu près, on va dire toutes les grosses bases, euh, tu peux déjà avoir pas mal de succès. Peut-être pas forcément de manière monétaire, même si ça pourrait être le cas. Mais tu peux déjà avoir pas mal de succès. Mais déjà là, tu as besoin de personne.
C'est juste que c'est énormément de taf. Et réussir à utiliser ses connaissances, c'est chaud aussi, c'est pas juste les accumuler. Euh, puis après, oui, la boucle de feedback, on en parle souvent, tu participes à une compète, tu vois ensuite ce que tu as raté, tu te demandes pourquoi tu l'as loupé, et après tu essaies d'intégrer ça à ton process. Comme je t'avais dit, avant j'utilisais que l'entonnoir dans un sens, maintenant il va dans deux sens parce que bah, il s'est passé une, deux, trois fois où j'ai loupé des bugs qui étaient en haut, alors qu'en fait, si je partais d'en bas, je les aurais pas loupés, tu vois. Et du coup, ça c'est venu. Mais et aussi, voilà, tu te poses la question, tu t'imagines comment ça se serait passé, et puis, enfin, si tu avais ce process, et puis après, tu peux être content de toi et essayer de ne pas oublier la fois d'après. Mais ouais, c'est un travail continu, c'est un travail acharné, c'est dur quand tu es intermédiaire, progresser c'est beaucoup plus lent, alors qu'il y a déjà beaucoup à faire quand tu es débutant. Mais, euh, mais voilà, si dans deux trois ans, alors qu'on est à peu près quand même encore dans les débuts, si dans deux trois ans, enfin, quelqu'un veut avoir une position assez solide, bah c'est encore possible quoi. Enfin, deux trois Ouais, ans, on est même dans un encore. an en fait, qu'est-ce que je raconte? Même dans un an, avoir une position bien solide, pouvoir avoir des audits privés, pouvoir faire du bug bounty, pouvoir participer à des compètes et des fois avoir une bonne chance sur quelque chose. Bah, d'ici un an, ouais, on peut faire partie des tops si jamais voilà, le travail est acharné et qu'il n'y a pas vraiment eu de gros blocages quoi. Et Puis il qu'il n'y y a a qu'à encore plein voir d'issues quoi. Ouais. la croissance et l'intérêt même du grand public, je dirais, sur la cybersécurité classique. À partir du moment où on croit un peu à notre écosystème, bah, la partie cybersécurité est quasiment même plus importante que dans le Web 2. Donc forcément, c'est un écosystème qui va croître énormément et les opportunités vont de toute façon se démultiplier, quoi. Donc, ton Ouais, conseil de base était excellent, je pense. C'est genre bon courage, faut cravacher, mais l'avenir est plutôt porteur pour ce métier-là, je pense. ouais, pour le Euh, coup, ouais. une question de clôture. Est-ce qu'il y aurait une personne, un francophone forcément de l'écosystème, que tu recommanderais pour un prochain épisode ou simplement que t'aimerais, qui t'intéresserait euh, que je puisse inviter? Une personne de l'écosystème français. Oh, il y a un gars cool qui s'appelle Nicedo. Si tu peux t'interviewer toi-même, ce serait pas mal, quoi. T'en auras un autre parce que lui, je crois qu'il n'est pas dispo. Euh, Bah, dans l'écosystème français, ceux qui me parlent sont un peu débutants et je pense que t'as dû déjà passer. Enfin, t'as déjà dû interviewer Sergic, j'imagine. Ouais. Donc, après, après, les autres se font un peu les dents. Que j'aurais un peu du mal à te dire dans l'écosystème français, en fait. Bah écoute, ravi. Merci beaucoup. C'était super cool. Ça fait longtemps que je l'attendais cet Ouais, merci à épisode. toi. Donc très content de ce que ça a donné. Et puis, et puis bah, je te dis à bientôt. Ouais, merci beaucoup. Salut à tous et ouais, bonne journée.